Salut, on se retrouve pour faire le bilan de mon portefeuille après 9 mois, donc PEA, assurance vie, compte courant, on va tout éplucher. Mais avant ça, si tu me connais pas, moi c'est Rémi, j'ai 29 ans et sur YouTube je partage mon parcours d'investisseur, donc bien sûr tous mes succès, mais aussi mes échecs, dans l'espoir que ça t'aide à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, parce qu'il y a moins de 9 mois, je n'avais absolument rien en bourse, tout ce que j'avais c'était 80% de mon argent sur des livrets et des comptes courants, et le reste c'était 20% sur une assurance vie pourrie que m'avait refilé ma banquière. Mais depuis ce temps, j'ai rectifié le tir. J'ai bougé mon argent de mes comptes courants et j'ai fermé cette assurance vie et aujourd'hui, plus de la moitié de mon patrimoine est exposé à la bourse. On va éplucher cela tout de suite, mais avant tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un tiers d'épargne de précaution. Ouais, bon, laisse-moi t'expliquer avant que tu m'insultes en commentaire. Généralement, on dit toujours il faut avoir 3 à 6 mois d'épargne de précaution au cas où il t'arrive un truc, et cet argent, elle doit être sur des supports disponibles, typiquement un compte courant, ou alors des livrets rémunérés par l'État, livret A, LDDS, LEP. L'idée de ces livrets, c'est que tu touches un peu d'intérêt tous les années, c'est cool, mais en plus, tu peux retirer de l'argent directement. Donc bref, on est vraiment sur des supports où l'argent est disponible, et moi, le problème, c'est que j'avais pas 3 à 6 mois, non, moi j'avais 4 ans et demi de dépenses d'avance, donc tu te doutes bien, c'est un peu trop, et cet argent, c'est de l'argent qui ne travaille pas, donc c'est l'argent qui se fait bouffer par l'inflation. Aujourd'hui, je suis descendu à 2 années, c'est toujours bien au-dessus de ce qu'il faut, mais c'est pas parce que j'ai peur d'investir, non, c'est juste parce que déjà je suis indépendant, donc quand tu es indépendant, si tu perds ton job, c'est demain que tu n'as plus de salaire et t'as pas de chômage, t'as pas d'histoire comme ça. Et en plus, il y a plein d'argent que je récolte, que je vais devoir rendre l'année prochaine. Typiquement, la TVA, il y a 20% de ce que je récolte toute l'année que je vais devoir re-rendre à l'État. Donc c'est un peu de l'argent que je garde au chaud, je la place comme je peux et puis après, elle doit repartir. Donc c'est pour ça que mon épargne de précaution va être plus large, mais surtout c'est parce que j'ai décidé de lisser mes investissements. J'avais jamais investi avant 28 ans, donc forcément j'ai accumulé un peu d'argent et mettre tout d'un coup, c'est risqué de se prendre un marché à la baisse, et typiquement c'est ce qui s'est passé avec Trump début de l'année, les tarifs, les réformes, et du coup la bourse chute. Là ton portefeuille il prend moins 25%, donc moi j'ai préféré prendre mon temps, j'ai laissé l'argent sur des livrets qui étaient à 3%, donc j'ai pas perdu d'argent et en plus j'ai dormi tranquille. Mais maintenant le livret A et le LDDS sont passés à 1,7%, ça devient beaucoup moins intéressant et en plus le marché est de nouveau à la hausse, donc je vais pouvoir appuyer un peu plus mes investissements mensuels pour atteindre mon allocation cible à la fin de l'année. Avant de passer à la bourse, on va jeter un coup d'œil à la partie sécurisée de mon portefeuille avec les assurances vie. Petite parenthèse, l'assurance vie, malgré son nom, ce n'est pas une assurance décès, c'est juste un compte d'épargne avec des avantages fiscaux. Dedans, tu peux investir en ETF, en obligations, en fonds euros, en SCPI. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'argent sur l'assurance vie n'est pas bloqué, tu peux la retirer à n'importe quel moment, sauf que après 8 ans, tu n'auras pas besoin de payer les impôts sur les plus-values. Perso, j'ai ouvert 2 assurances vie chez Linksea, la Spirit 2 et la Avenir 2, et je les ai choisis parce qu'il y a un large choix de supports, notamment des ETF et des frais très compétitifs. Et c'est un truc intéressant sur les assurances vie, tu peux en avoir autant que tu veux, donc tu peux en ouvrir une par type de support si tu as envie. Bon, sur Linksea, j'ai principalement des fonds euros, donc mécaniquement, il se passe pas grand chose, c'est des placements garantis. À la fin de l'année, tu touches un certain pourcentage qui va dépendre en fonction de comment le fonds a performé. Mais j'ai aussi un ETF SP500 sur une de mes assurances vie parce qu'au tout début, j'étais persuadé qu'on ne pouvait investir en ETF que dans des assurances vie. Je ne savais juste pas que le PEA existait. Donc là, j'ai mon petit SP500 dans mon assurance vie. Mon avis sur Linksea, c'est que la plateforme n'est pas la plus ergonomique. Aujourd'hui, on a des bourses aux banques ou des trades républiques avec des graphiques dans tous les sens, mais l'idée c'est que ça reste une assurance vie, c'est fait pour faire des placements long terme, donc mécaniquement on va pas être tous les jours à regarder les graphiques. Donc pour moi, l'important dans une assurance vie, c'est surtout quel support elle te permet d'investir et aussi d'avoir des frais bas, parce que les frais d'assureur tu vas te les taper tous les ans. Si tu veux voir un compte Linksea, je te mets un petit lien de parrainage en description. Et maintenant, passons au cœur du sujet, le PEA. Mon PEA aujourd'hui il est valorisé à 74 800 €, dont 2800 € de plus-value, ça fait même pas 4% de plus-value. Franchement, j'en suis content parce qu'au début de l'année, je me suis retrouvé à moins 22%. Ça fait mal et c'était dû aux réformes de Trump, les tarifs, etc. J'avais une exposition forte sur les US, je l'ai payé. Pour détailler un peu ça, j'investis principalement sur 2 ETF sur lesquels je mets globalement 50-50. Tout d'abord le MSCI World, donc voilà, j'ai une position aux alentours de 35 000 € et le MSCI World, si tu connais pas, c'est 1500 des plus grosses entreprises du monde qui sont regroupées dans un ETF. C'est enfin un ETF assez diversifié. Par contre, ça reste un ETF monde occidental. Les États-Unis pèsent plus de 70% dans cet ETF et par exemple la Chine, l'Inde, Taïwan représentent tout simplement 0% de cet ETF. Ça reste un des ETF les plus populaires, il est bien diversifié, la volatilité
entre guillemets limité, plus limité en tout cas que le Nasdaq qui est ma deuxième position avec 32 500 €. Donc le Nasdaq, c'est les 100 plus grosses entreprises non financières des États-Unis. À noter que la majorité de ces 100 entreprises sont déjà présentes dans le MSCI World, donc ça peut faire un peu de redondance. Après, c'est un ETF qui est vraiment très axé tech et moi, je travaille dans la tech, je trouve que c'est vraiment le domaine le plus porteur en ce moment, donc j'ai vraiment envie, d'intensifier mes investissements sur ce domaine. Donc le MSCI World, 1000 € de plus-value, alors que le Nasdaq, 1780 € de plus-value. Et maintenant, pour finir, passons à mes deux ETF leviers. Donc tu sais peut-être, je donne pas de conseils en investissement. Par contre, je peux te dire ce que je ne te conseille pas de faire, c'est les ETF leviers. Bon, franchement, c'est ma petite folie. Pour moi, les ETF leviers, c'est vraiment catégorie placement exotique. Ça ne représentera jamais plus de 5% de mon portefeuille. En fait, les ETF leviers, ça fait quoi? Ça reproduit les performances à la hausse comme à la baisse et ça les fait x2. C'est-à-dire que tu prends plus 10%, ton ETF levier fera plus 20, mais tu perds moins 10%, ton ETF levier fera moins 20. Donc forcément, avec ça, il a une forte volatilité, mais le piège, il n'est même pas là. Le piège, il réside dans le fait que les pourcentages, ce n'est pas symétrique. Si une action perd 50%, pour remonter à son état de base, elle doit faire plus 100%, elle doit redoubler finalement. Et donc les ETF leviers, ils subissent ça de plein fouet parce qu'aujourd'hui, oui, ils ont l'air d'avoir remonté, mais il faut bien se dire que 4 mois après que je les ai achetés, les ETF leviers, ils avaient déjà perdu 40% de leur valeur. Et pour rester sur ces ETF, on m'avait demandé pourquoi investir sur un PEA en ETF alors qu'on pouvait le faire sur une assurance vie. Déjà, il n'y a pas de plafond et en plus, on peut investir sur des SCPI, d'autres supports, des fonds euros, pourquoi pas. Pourquoi s'embêter avec un PEA? Et la réponse est simple. Déjà, les avantages fiscaux sur le PEA, c'est au bout de 5 ans alors que sur l'assurance vie, c'est au bout de 8 ans. En plus, sur l'assurance vie, il y a un système d'abattement, donc on peut pas tout retirer d'un coup sans payer d'impôts sur les plus-values. Et aussi, l'assurance vie, c'est une assurance. Il y a des frais d'assureur qui vont être entre 0,5 et 1% tous les ans. Donc, ça va être des petits frais qui vont ronger les gains à la longue. Alors que sur un PEA, on aura quoi? On aura les frais d'émetteur d'ETF qu'on paiera aussi sur une assurance vie. Et aussi, on va avoir les frais de courtage. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de courtiers et de banques qui commencent à proposer des offres où en fait, il n'y a pas de frais de courtage sur le PEA. Typiquement, chez Boursorama, on peut acheter un ETF MSCI World sans frais de courtage. Chez Fortuneo, le premier ordre sous 500 € est offert chaque mois. Chez XTB, en fait, il n'y a pas de frais de courtage en dessous de 100 000 € investis par mois. Donc bref, ces frais de courtage, globalement, on peut les faire sauter. Perso, j'ai tout chez Bourso, j'ai mon PEA, mais j'ai mon compte courant, mon compte pro, mes livrets. Je trouve que vraiment le seul point faible, c'est les frais sur le compte titre, mais on peut passer par un autre courtier. Donc dans tous les cas, si tu veux t'ouvrir un compte chez Bourso, je te mets un lien de parrainage en description. Mais aussi, si tu veux trouver le meilleur PEA, je te mets un lien vers une vidéo où je compare tous les PEA du marché. Un point que je tiens à noter, c'est que vous êtes pas mal à m'envoyer des messages sur Instagram, ça fait très plaisir, mais vous me demandez toujours dans quoi je dois investir, tu penses quoi de ma répartition, etc. La réalité, les amis, c'est que j'en ai aucune idée, je n'ai pas de boule de cristal. Moi perso, je cherche de la croissance, je crois dans la tech, donc j'investis selon ce que je vous montre aujourd'hui. J'ai une diversification qui est proche du néant, j'ai 90% de mes investissements qui sont aux États-Unis et je l'assume, alors que de l'autre côté, j'ai un ami qui m'a demandé les ETF pour investir dans des domaines écologiques et durables. À la fin, il aura sûrement moins de rendement que moi, mais c'est pas grave, l'important de l'investissement, c'est d'investir selon ses convictions. Tu dois être aligné avec tes placements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Parce que si un jour ton PEA est à moins 25%, ça servira à rien de m'envoyer un message en disant « Rémi, tu m'as dit n'importe quoi ». Non, moi je t'ai rien conseillé, moi je te montre juste ce que je fais. Et si on regarde le bilan de mes investissements, on peut dire « Ouah, ça monte, en plus, plus 12 000 depuis l'update de mai, 3 500 de plus-value en plus, ouah, c'est un truc de fou ». Je sais pas, parce que j'investis long terme et 9 mois, c'est bien trop tôt pour savoir si un choix était bon ou non. Ça, on pourra juste se le dire dans 15-20 ans. Parce que ouais, c'est beau de faire des plans sur la comète, c'est beau de montrer les graphes d'intérêt composés, mais la réalité, c'est que la majorité des gens qui parlent d'investissement, et ils investissent depuis même pas 5 ans, donc je peux te dire une chose, ils ont jamais vu la couleur des intérêts composés. Et certes, le choix de ces investissements, c'est super important sur le long terme, mais quand on débute dans son parcours d'investisseur, faut pas se voiler la face. Le plus important, c'est pas le choix de l'ETF, non, c'est les revenus. Actuellement, mon patrimoine ne peut grossir que parce que j'ai des revenus stables et conséquents. Et c'est d'ailleurs le seul secret que je peux te donner en début de parcours d'investisseur. Trouve un moyen d'augmenter tes revenus pour pouvoir investir plus. En attendant, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau. Vous avez été pas mal à me demander dans la dernière vidéo comment je fais pour avoir des suivis de patrimoine si qualitatifs. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le secret. Ce n'est pas un logiciel révolutionnaire, non, c'est simplement un Google Sheet bien organisé. Tout simplement, tous les 3 mois, je vais dupliquer une page, je vais remplir avec toutes les nouvelles données et ensuite je vais reporter le tout dans le suivi général. Alors pourquoi pas utiliser d'autres outils? Je sais qu'il y en a plein. Il y a Finari, j'ai aussi utilisé Banking à un moment, mais il y a toujours
des problèmes de synchronisation. Bref, ça marche jamais quand on a envie que ça marche. Et finalement, moi, j'ai même pas besoin d'être en permanence sur mon compte pour dire ah ouais, combien j'ai gagné aujourd'hui, combien j'ai gagné dans les 6 dernières heures. Pour moi, ça sert à rien. Là, voir mon patrimoine évoluer au bout de 3 mois, ça me suffit amplement. Et aussi tout bête, vu que tu as la main sur le tableur, tu peux changer s'il y a une erreur, tu peux rajouter des lignes si elles étaient manquantes. Bref, t'as la main complète, t'es pas dépendant d'une application qui peut d'ailleurs fermer du jour au lendemain. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de l'avoir là. En plus, un peu le charme du parcours d'investisseur, de se creuser un peu la tête, d'aller chercher les métriques qui nous intéressent. Donc, bien sûr, pour avoir cette template révolutionnaire, il y a en description, il y a juste besoin de mettre son nom, son téléphone et son numéro de sécurité sociale. Et moi, je te l'envoie par fax. Non, je rigole, c'est un lien direct. Il y a juste besoin de faire fichier, créer une copie et c'est bon. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.